Donc, bienvenue à tous. Bonjour à tous les patients qui ont répondu à l'appel. D'abord et avant tout, je veux remercier du fond du cœur les personnes qui ont accepté de répondre à vos questions. Vous savez, en cette période de crise, on peut l'appeler comme ça, les questions sont nombreuses des patients. Les patients se demandent à tous les jours qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma situation? Est-ce que je suis plus à risque étant donné que je suis immunodéficient? Est-ce que si mon conjoint travaille dans un lieu où il y a de la contagion, est-ce que c'est dangereux pour moi? Écoutez, de toute façon, vous avez posé les questions depuis une semaine. On vous a demandé quelles étaient les questions auxquelles vous désiriez avoir des réponses. Vous avez répondu nombreux et je vous en remercie. Et je tiens d'abord à remercier Dr. Cécile Tremblay d'avoir généreusement accepté d'être parmi nous aujourd'hui. Madame Tremblay, Dr. Tremblay est microbiologiste infectiologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Ses travaux de recherche portent sur le vieillement. Pardon, excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Elle détient la chaire Pfizer de l'Université de Montréal en recherche sur le VIH. Elle est professeure agréée au département de microbiologie, infectiologie et immunologie à l'Université de Montréal. Donc, ses travaux de recherche portent également sur l'évolution génétique du virus, le VIH, et son effet sur l'entrée dans la cellule et la résistance aux antirétroviraux. Elle est directrice du laboratoire de santé publique. Plus maintenant. Hein? Maintenant. Plus maintenant, c'est ce que je vois. Je vois que la petite vidéo n'est pas à jour, mais on vous voit beaucoup dans les médias depuis quelques semaines à essayer d'informer la population et les efforts de communication que Dr. Tremblay, elle s'investit dans les efforts de communication et nous saluons beaucoup son implication. Nous avons aussi, merci d'être là, Dr. Tremblay. Nous avons aussi Alexandra Lepeshkina, qui est infirmière clinicienne au CHU de Québec, au CHUL. Alexandra est une partenaire depuis les quasi-débuts de la PIC. Alexandra est toujours là lorsqu'on a besoin d'informer le patient. Elle a déjà fait plusieurs conférences pour la PIC, dont l'an passé, la conférence sur l'immunodéficience et la personne âgée. Elle a aussi, avec d'autres infirmières, bâti la formation accréditée l'immunodéficience dans tous les sens, que nous avons déjà présentée à plus de 600 infirmières à travers le Québec. Et nous avons aussi la joie d'avoir Josée Martin avec nous. Josée est travailleuse sociale à la clinique de rhumatologie et immunologie du CHU Sainte-Justine. Josée travaille avec la population immunodéficiente, les parents, essayer de composer avec les enjeux au quotidien de vivre avec une immunodéficience primaire et qui est d'autant plus particulier, ce qui est d'autant plus important présentement parce qu'il y a des enjeux qui sont d'autant plus importants. Donc voilà, merci beaucoup d'être là. Donc on va maintenant commencer. Je vais commencer déjà à vous poser les questions que vous nous avez généreusement posées au cours des dernières semaines. Bien évidemment, nous allons poser la question et chaque personne, donc Dr. Tremblay, Mme Lepeshkina et Josée, Mme Martin, pourront apporter leur contribution par rapport à leur champ de compétences. Donc, voilà. Donc, Josée Laflamme, qui est une enseignante au préscolaire, elle est patiente. Elle nous a demandé s'il n'y a pas encore de médication ou de vaccin disponible lorsque la pandémie sera presque terminée au Québec. Lorsque la santé publique autorisera la reprise d'une vie normale, les patients ayant une immunodéficience pourront-ils reprendre une vie quasi normale en même temps que tout le monde ou les risques seront-ils encore trop grands pour nous? Docteur Tremblay, est-ce que je peux vous lancer la balle? Certainement. En fait, l'INSPQ a sur son site un document très bien fait qui met un peu les consignes par rapport aux gens qui sont immunosupprimés et leur présence au travail. Et puis présentement, ce qu'ils disent, effectivement, les gens qui ont une immunosuppression, puis là, ils la qualifient, là, ils donnent différents exemples, devraient présentement rester chez elles et s'isoler au maximum
parce qu'elles seraient plus à risque de faire des complications graves. Maintenant, quand le retour au travail va se faire, ce qu'on comprend, c'est qu'il va se faire très graduellement. Alors, bien entendu, on peut s'imaginer que les personnes ayant une immunodéficience seraient parmi les dernières auxquelles on demanderait de retourner au travail. Et chose certaine, comme on dit, pour toute la population générale, la vie ne sera jamais pareille comme avant. Donc, on va quand même demander des mesures de précaution pour l'ensemble des gens, incluant la distanciation physique. Peut-être que le port de masque sera un outil qui pourra être utilisé, mais même si éventuellement vous auriez à retourner au travail, ce ne serait certainement pas dans les mêmes conditions. Il va falloir favoriser le télétravail pour ceux qui peuvent le faire et éventuellement, bon, réintégrer graduellement la société. Merci. Alexandra, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? J'ai la même opinion, c'est ça, c'est difficile en fait de se projeter dans le futur avec des éléments assez précis, tout dépendamment de la condition aussi et aussi la situation dans chacune des régions de la province Québec. Mais effectivement, moi, je crois et c'est confirmé aussi que le retour à la vie normale sera graduel. Et en fait, ça sera aussi évalué en fonction de la population à risque individuellement aussi pour chacun. On veut pas, mais le confinement qu'on vit actuellement, ben, et qui encore va être prolongé dans les prochains jours, prochaines semaines, ben, ça aura un impact sur notre routine. En fait, ça va rester dans nos habitudes, ça va rester dans nos comportements qu'on a acquis. Puis, en fait, on n'aura pas le choix. Chacun de nous va continuer à respecter ces acquisitions qu'on a acquises. Merci beaucoup. Vas-y, José. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Ben, en fait, il y a peu de questions qui m'ont été posées directement concernant l'aspect psychosocial de ça. Cependant, ce que je sentais dans toutes vos questions, c'était une grande appréhension puis un stress que toute cette situation provoque chez vous et a fortiori à cause de de vos déficits personnels au niveau de l'immunité. Et puis, j'avais envie de vous proposer un petit exercice pour définir un peu qu'est-ce que c'est le stress, de quelle façon ça se transforme en anxiété, de quelle façon ça a un impact sur vous, puis de quelle façon on pourrait éventuellement trouver des petits outils. Alors, si vous êtes d'accord, je me lance dans cette direction-là, puis je vais faire des petites étapes comme ça. Donc, on va commencer avec qu'est-ce que c'est le stress. Qu'est-ce que c'est le stress? Le cerveau détecte une menace à un moment donné, un grand danger. Alors, le corps se met à produire les hormones de stress, c'est-à-dire l'adrénaline, la cortisol, et le cortisol, pardon. Puis là, c'est ça, ça nous donne l'énergie pour aller combattre ou pour fuir. Et ça, on a ça dans nous là, depuis l'homme des cavernes qui chassait le mammouth. Et heureusement qu'il y a ces hormones-là à l'intérieur de nous, parce qu'on ne serait pas ici pour en parler aujourd'hui, parce que l'humain n'aurait pas continué de se développer. Qu'est-ce qui arrive? C'est ça. Puis, tu sais, ces hormones-là agissent de la même façon à l'intérieur de nous, que ce soit un grand danger, une grande menace ou aller chez le dentiste. Alors, c'est notre exercice à nous d'avoir des outils pour le faire. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand l'anxiété se met de la partie? Bien, la même façon, le cerveau va injecter, pas injecter, mais va avoir les mêmes hormones excusez-moi. Puis après ça, bon, c'est ça, la cortisol va embarquer, l'adrénaline va embarquer, et puis là, c'est ça, en fait, le mammouth qu'on va vouloir fuir, ben en fait, il est juste dans notre tête. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces situations stressantes-là, comme entre autres le COVID, pour qu'on puisse avoir un peu plus de contrôle sur ces difficultés en fait qu'on affronte présentement. Alors, tu sais, qu'est-ce que c'est présentement le COVID? C'est une situation avec laquelle on a vraiment un contrôle très, très faible. C'est très imprévisible. C'est une situation qui est complètement nouvelle. Et pour vous, c'est une grande menace pour votre intégrité parce que, en fait, vous ne savez pas
c'est tellement inconnu pour l'instant, même si les chercheurs, les scientifiques font plein de choses, de quelle façon nous, on peut se défendre de ça quand on a toutes ces difficultés à l'intérieur de soi. Fait que, dans le fond, ce que les chercheurs ont fait, ce que Dr Tremblay, ce que excusez-moi, Olek, ça va. En fait, nous donne en fait des outils concrets pour s'accrocher sur du solide, pour pas en fait laisser tout l'imaginaire avoir un impact sur notre physique. Je vais m'arrêter là pour le moment, puis on va continuer un petit peu tout à l'heure. Merci beaucoup, Josée. Donc, il y a une question qui est revenue quand même assez souvent. Est-ce que les données mondiales commencent à être disponibles concernant la situation de personnes ayant un déficit immunitaire primaire en lien avec la COVID-19? Les personnes ayant un déficit immunitaire primaire sont-elles plus malades, plus fortement, plus hospitalisées, plus aux soins intensifs? Ou, est-ce que le taux de décès est plus grand que dans la population en général? Voilà la question de Mme Laflamme. En fait, il y a très, très peu de données. J'ai revisé encore une fois la littérature cette semaine à ce sujet-là pour essayer de trouver des études où on avait regardé un nombre suffisamment élevé de personnes de ces groupes-là pour tirer des conclusions. Il n'y en a pas. J'ai regardé en particulier sur le VIH, et il n'y a rien encore de publié. Et il y a des anecdotes là, sur des gens qui ont des déficits immunologiques primaires, mais desquels on ne peut pas tirer aucune conclusion. Alors, pour l'instant, je crois qu'on nage dans le vague. On essaie d'avoir l'attitude d'œuvrer avec le maximum de précautions, étant donné qu'on ne sait pas. Puis c'est fort probable aussi qu'il y ait des cours de maladie qui diffèrent d'un type d'immunodéficience à l'autre, parce que tout n'est pas sur le même niveau. On sait que la maladie COVID-19, ce qui rend la maladie très sévère, c'est une cascade de cytokines, de petits médiateurs de l'inflammation qui crée une grosse réponse non contrôlée inflammatoire. Habituellement, l'inflammation, c'est quelque chose de bon dans notre système. C'est ce qui nous permet de combattre les virus, les pathogènes. Mais on a dans notre système des cellules qui régulent ça. Donc, quand tout va bien, on a un petit peu d'inflammation, on combat le pathogène, puis notre système se remet à off. Donc, il diminue l'inflammation et puis on sort de la maladie. Alors, dans une maladie comme la COVID-19, c'est le contraire qui se fait. On a la réponse inflammatoire qui, chez certaines personnes, est excessive, donc beaucoup de cytokines, donc beaucoup d'inflammation dans les poumons, dont les gens qui décèdent de ça. Et le corps n'est pas capable de se replacer en mode récupération. Donc, on n'est pas sûr si quelqu'un qui a un déficit immunitaire, dans le fond, peut-être, serait moins à risque dans une certaine mesure parce qu'il développerait moins cette réponse catastrophique immunologique. Ceci dit, ce sont des hypothèses, on ne sait pas. Il pourrait moins bien faire parce qu'il reçoit des médicaments qui pourraient interagir ou l'inverse. Puis, malheureusement, il n'y a pas de données probantes. Ça fait qu'à défaut de ça, on agit avec la plus grande précaution. Donc, si je comprends bien, Dr Tremblay, on ne peut pas dire il n'y a pas de données probantes qui disent qu'un patient est moins à risque, étant donné que le système immunitaire plus bas, donc il répondrait moins. Donc, on ne peut pas prendre comme donnée que ceci est vrai. C'est vraiment, faut se mettre en isolement encore, faut se considérer comme plus à risque que la population générale. Oui, absolument. Absolument. Tant qu'on ne sait pas, tant qu'on ne comprend pas encore bien toute la pathogénèse de cette maladie-là, puis qu'on n'a pas évalué ça auprès d'une population vraiment immunosupprimée, on ne peut pas tirer aucune conclusion et c'est beaucoup mieux d'agir avec le maximum de prudence. Merci beaucoup. Ça va. Donc, pour l'instant, je vais aller avec une autre question pour Dr Tremblay. Et puis, il y a une question, s'il y a un vaccin qui est conçu, si on a un traitement pour la COVID-19, un vaccin ou un traitement, est-ce que les patients immunodéficients pourraient être considérés comme prioritaires dans la donnée de ce vaccin-là? Est-ce qu'on pourrait avoir c'est ça, est-ce que les patients pourraient être les premiers à recevoir ce vaccin-là pour pouvoir
recommencer une vie relativement normale. En fait, je suis absolument certaine que s'il y a un vaccin qui est découvert et qui est produit, toute la population va le recevoir. Là. Il n'y aura pas de risque que certaines personnes ne le reçoivent pas. Okay. Par contre, ce vaccin-là va devoir être étudié dans des populations immunocompromises pour savoir si les gens qui ont une immunodéficience réagissent aussi bien au vaccin. C'est-à-dire que parfois, il y a des formes d'immunodéficience qui fait en sorte que la réponse à un vaccin est moins bonne, que les gens développent moins d'anticorps. Donc, il va falloir que ces études-là se fassent chez des gens immunocompromis, qui va probablement donner accès au vaccin à ces gens-là, probablement avant le reste de la population. Merci. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Alexandra? Non, c'est très, très bien expliqué. En fait, c'est effectivement la vaccination dans le domaine d'immunodéficience, c'est un sujet quand même délicat puisqu'il y a toute une tas de variétés de sites immunitaires. Alors, pour certains, parfois, ça peut être certains vaccins inutiles, certains vaccins sont déconseillés complètement, d'autres vaccins, oui, vont être protégés, ils vont être vaccinés, mais dans le cas des COVID, effectivement, ça nous prend beaucoup plus d'études, là, puis on est un peu dans un stade encore très préliminaire. OK. Donc, si je comprends bien, on peut peut-être penser qu'il va falloir plus d'études que pour la population générale, pour les patients immunosupprimés, avant de pouvoir recevoir le vaccin. Oui, surtout pour évaluer l'efficacité, parce que c'est le type de vaccins qui sont en développement présentement, ce ne sont pas des vaccins vivants ou des vaccins vivants atténués. Donc, il n'y a pas de risque pour les gens immunocompromis que ce genre de vaccin-là puisse créer une infection chez la personne. Ce sont tous des vaccins à des bases moléculaires d'une variation l'une de l'autre qui ne contiennent pas de virus vivants qui pourraient rendre les gens plus malades. Mais ceci dit, ça ne garantit pas qu'il serait efficace dans une population immunodéficiente. Excusez-moi, j'ai une sœur avec mon ordi qui bouge. Voilà. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. On vous comprend très bien, c'est ça qui compte. Bon, on a eu beaucoup de questions concernant le déconfinement. Énormément de questions. Puis Josée, j'aimerais bien que tu continues sur la lancée du stress et tout ça, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de patients. La plupart des questions dénotent on a à l'arrière de la question une notion de stress, une notion d'anxiété. Je pense que c'est très anxiogène pour les patients, ce qu'on vit présentement. Puis ce l'est pour toute la population générale. Hein. Je pense que les patients immunodéficients ne sont pas nécessairement différents des autres. Ce qu'on vit présentement est particulier, on ne l'a jamais vécu, mais comment est-ce qu'on peut, tu parlais tout à l'heure du stress, comment est-ce qu'on peut, ce gros mammouth-là, essayer de le confiner ou du moins de le mettre en isolement, lui, pour pouvoir prendre notre vie un peu plus normale. Mm-hmm. Oui, parce qu'en fait, c'est ça, tu sais, j'écoutais Docteur et Olek. Et en fait, on n'a pas de prise sur les choses d'une certaine façon. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. Alors, c'est très facile quand on est malade puis qu'on est un peu anxieux, de faire des projections, des anticipations qui sont négatives. Puis, en fait, c'est un exercice en soi de un moment donné, comme envoyer d'autres messages à son cerveau. Hein. Tout à l'heure, on disait, bon, qu'est-ce qui se passe quand il y a un stress? Il y a un message qui est envoyé au cerveau, il y a des hormones qui sont envoyées dans le corps, ça donne du stress. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, vous êtes dans votre cuisine le matin, puis je vais juste boire un petit peu d'eau. Vous êtes en train de faire cuire des rôtis, puis là, tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Wow, le détecteur de fumée part. Et là, ça stresse comme ça. Mais est-ce que nécessairement on appelle les pompiers parce que le détecteur de fumée vient de partir? Est-ce que c'est pas un peu exagéré d'appeler les pompiers? Mais souvent, ce qu'on demande à notre organisme, c'est qu'on appelle les pompiers à chaque fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour prendre un pas de recul en arrière, puis pour revenir au présent? Je pense que en effet, la situation actuelle, elle est très anxiogène pour tout le monde, a fortiori pour des gens qui, comme vous, avaient des difficultés. Mais si on ne reste pas ici, maintenant, dans le présent, aujourd'hui, le 10 avril 2020,
on peut pas se demander, on peut demander à personne de savoir qu'est-ce qui va se passer. Alors, quand on va, je pense que, tu sais, bon, la fameuse expression, on prendra le pont quand on va traverser la rivière, quand on arrivera au pont, prend tout son sens ici. Alors, puis, tu sais, c'est une invitation à lâcher prise. J'avais demandé à Mathieu de vous montrer une image. Je ne sais pas s'il peut le faire présentement. Hein? Je ne peux pas contrôler. Tu sais, c'est comme mon exercice présentement, c'est que je dois lâcher prise. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est des gens du Collège Atlantique, mais je le trouvais très pertinent. Hein, ce que je peux contrôler, mon attitude positive, mon hygiène de vie, vous êtes capable de le lire mieux que moi. Donc, c'est ça. Puis ça, c'est un exercice que vous tous pouvez faire en même temps. Puis, dans le fond, ce que je me propose de faire un petit peu aujourd'hui, c'est de vous proposer des exercices, justement pour en arriver à contrôler un peu plus votre présent. Il y a un autre, on arrivera dans les affaires un petit peu plus concrètes tout à l'heure. Je vais laisser la parole à mes collègues. Merci beaucoup, Josée. Juste vous dire que le diagramme que vous voyez à l'écran sera mis sur notre page Facebook. Je crois que sur notre site web, je crois qu'il l'est déjà, si je suis pas, en tout cas, j'ai l'impression. Mais ceci dit, on pourra le repartager pour pouvoir que vous puissiez le consulter par la suite. Donc, j'ai une question ici. Sera-t-il bientôt possible de savoir si nous avons développé des anticorps de la COVID-19? Contre la COVID-19, même si, peut-être, elle a été asymptomatique, même chez les patients ayant un déficit immunitaire. Je sais que dans mon cas, et certainement dans le cas de d'autres personnes avec un déficit immunitaire, l'immunité, même à la suite des vaccins reçus, est parfois invisible dans le sang. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pouvez répondre, Dr. Tremblay? Oui, en fait, il va y avoir des tests sérologiques qui vont devenir disponibles très bientôt et qu'on va utiliser, entre autres, pour faire des études populationnelles pour voir combien de gens ont été affectés tout en étant restés asymptomatiques. Chez les personnes immunodéficientes, il peut se produire deux choses. Soit qu'il va y avoir une réponse en anticorps normale, ou soit on ne verra pas la réponse en anticorps. Donc, les gens ne montrent pas une réponse suffisante par déficit, par exemple, d'immunité humorale, de lymphocyte B, leur incapacité à produire des anticorps. Ce qui est encore pas tout à fait clair pour moi, en revisant la littérature scientifique, c'est de savoir à quel niveau ces anticorps-là vont nous protéger. Même pour la population générale, ce n'est pas encore clair de savoir, parce que dans la majorité des cas, des infections au coronavirus, il y a une certaine immunité qui se produit, mais elle s'évanouit avec le temps. Elle n'est pas de très, très longue durée. On ne sait pas pour ce virus-là s'il va y avoir, si les anticorps qui vont être produits vont être vraiment protecteurs, qui vont être protecteurs pour quelle période de temps. Alors, si on ne le sait pas pour la population générale, on le sait encore moins pour les gens qui sont immunocompromis, dans le sens où, selon le type de déficit, c'est une grande famille, la famille de l'immunodéficience. Certains n'auront probablement pas de difficulté à monter une réponse en anticorps, mais d'autres peuvent l'avoir. Alors, on ne pourrait pas statuer maintenant si ça va être protecteur. Merci beaucoup. J'ai maintenant une question pour Alexandra. Lorsque j'ai des symptômes d'infection, je communique toujours par téléphone avec les infirmières en immunologie au CHUM, dont toi, Alexandra. Dans le cas de symptômes qui s'apparenteraient au COVID-19, est-ce que je dois appeler mon infirmière ou mon équipe traitante, ou si je dois appeler le fameux 644-4545? Oui, bonne question. En fait, ce que je recommanderais, c'est de effectivement prendre contact avec votre clinique médicale, donc votre équipe qui vous suit pour un déficit immunitaire, et éclaircir avec eux quelle justement sera la conduite la meilleure pour vous dans cette situation. Parce que je sais que l'organisation des cliniques déficit immunitaire d'un hôpital à l'autre sont très différentes. Je peux parler de ma propre clinique où est-ce que je travaille au CHUL. Donc, nous, ce qu'on recommande à nos patients pour lorsqu'ils perçoivent
reçoivent apparition de n'importe quel signe et symptôme infectieux, comme d'habitude, de nous appeler. On est toujours sur place pour ça. Donc, on prend note de tous les changements dans leur état de santé. On évalue avec l'immunologue qui est de garde tous les jours chez nous à l'hôpital. Et effectivement, s'il y a un risque, si en fait il y a une suspicion de présence de COVID, ben en parallèle, on les demande d'appeler au numéro qui est distribué par Santé publique afin de prendre un rendez-vous pour un dépistage de test COVID. Pour certaines situations, on va un examen clinique est indispensable aussi à faire pour le patient sur place, ben, on peut le faire déplacer à notre hôpital s'il habite à Québec, effectivement, puis on va effectuer un test de dépistage COVID sur place. Mais si les patients viennent des régions éloignées, les déplacements, ce n'est pas la meilleure condition. Au contraire, les risques de se contaminer avec un vrai COVID sont beaucoup plus élevés. Et donc, dans ce cas-ci, on va recommander justement communiquer via le numéro de téléphone de Santé publique. Donc, c'est ça. La meilleure façon, c'est toujours garder contact avec votre équipe médicale et puis garder toujours à l'écoute, puis surveiller vos changements, vos apparitions de signes et symptômes dans votre état de santé. Ce que je recommanderais aussi, en même temps, peut-être s'assurer, vérifier que toutes vos prescriptions médicales sont à jour. Si jamais il y a des renouvellements de médicaments à faire, ben, ça va être un bon moyen aussi de comment je peux dire ça, de rentrer en communication avec votre équipe, puis justement discuter quelles possibilités, quelle planification eux, ils envisagent aussi si jamais il y a apparition de signes et symptômes COVID. Merci beaucoup, Alexandra. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a entendu parler qu'un patient immunodéficient aurait été testé positif à la COVID-19 depuis le début de la pandémie? Si tu comprends bien, personne ne le sait. Effectivement. Donc, c'est bien. Non, parce que la question a quand même été posée souvent. Et puis, bon, je pense qu'il n'y a pas encore de personnes là, officiellement. Je sais pour ma part qu'il y a des personnes qui suivent le guide d'auto-soin présentement parce qu'ils ont des symptômes qui s'apparentent à la COVID. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un peu, ça fait partie de la marche à suivre et que la personne a avisé son équipe d'immunologie, mais pour la suite, je ne suis pas au courant. Donc, voilà. Une autre question. Je suis immunodéficient et mon épouse doit aller à l'hôpital pour un examen. Elle a peur de me contaminer au retour. Que me suggérez-vous? C'est une question qui en dit large, mais qui, je crois, qui revient souvent sous différentes formes. Mon mari travaille à l'hôpital, revient, est-ce que, bon, qu'est-ce qui peut m'arriver? Donc, je pense que la question a deux volets. Un, son épouse doit aller à l'hôpital pour un examen et l'autre, son conjoint travaille ou son épouse travaille dans la COVID-19, là, vraiment en traitant les patients. Quels sont les dangers? Est-ce que cette personne-là devrait être retirée du travail ou tout simplement des mesures de confinement particulières? Donc, au niveau de la conjointe là, qui va à l'hôpital, mais qui ne s'en va pas dans la clinique de COVID, qu'est-ce que vous avez à suggérer? Ben, en fait, la personne qui va à l'hôpital pour un examen, j'imagine que c'est un examen urgent parce que présentement, on ne fait pas de choses qui sont électives. Ouais. Donc, il y a des protocoles qui sont mis en place qui fait que quand la personne va rentrer, on va lui mettre un masque. Les personnes qui vont s'adresser à elle vont être complètement revêties, puis elle va être vue dans une zone du département de la clinique ou de l'hôpital, qu'on appelle une zone froide, là où il n'y a pas de cas COVID. Donc, en général, il ne devrait pas y avoir de problème. Puis, à son retour à la maison, bien entendu, le lavage des mains, bon nettoyage de tout, puis il devrait continuer à prendre les mêmes mesures qu'il prenait jusqu'à présent. Là, si c'est un travailleur de la santé, si la conjointe est une travailleuse de la santé qui travaille dans le COVID, à ce moment-là, probablement, ce serait prudent qu'il y ait une distanciation sociale entre le conjoint et cette personne-là. Parce que là, le risque est plus élevé. Parfait. Et pour ces gens-là, je ne sais pas si vous, en tout cas, je sais que dans plusieurs
plusieurs régions, il y a possibilité de rester lorsque vous travaillez en clinique de COVID. Je sais que le gouvernement a déjà offert aux professionnels de la santé de résider à l'hôtel dans ces genres en ces temps de pandémie. Donc, peut-être que ça pourrait être une suggestion, effectivement, là, en attendant la fin de la crise. C'est sûr que, bon, la distanciation sociale n'est pas vraiment évidente. J'aimerais ça, Josée, que tu nous parles un petit peu du côté, justement, distanciation sociale. Qu'est-ce que ça apporte comme peur, comme état psychologique? Est-ce que ça amène une déstabilisation quelconque au niveau de nos habiletés sociales? Effectivement, tous nos repères sont perdus, hein, parce qu'on est des êtres profondément sociaux. Puis en fait, on nous demande de, de ne plus être en contact avec ceux qui nous sont chers, ceux qui nous permettent d'être en activité, ceux qui nous permettent de nous épanouir, tout ça. Fait que c'est certain que c'est un grand sacrifice, hein, il le nomme de cette façon-là, et puis je constate que c'est en effet le cas. Où est-ce que je voulais en venir? Excusez-moi. Mais c'est ça, en fait, on compare beaucoup les pandémies qu'il y a eu à travers les époques. Je trouve que la chance qu'on a présentement, c'est d'avoir les réseaux sociaux, parce que dans le fond, d'une certaine façon, on peut rester en contact avec les gens. Bon, avec ce fameux Zoom qui nous sert aujourd'hui, qu'on puisse vous rejoindre tous. Mais chez nous, la fin de semaine, on fait des soupers en famille, mais avec les gens qui sont sur Zoom. Mon conjoint a trouvé un jeu de cartes interactif. On va pouvoir jouer aux cartes avec nos familles. Bon, c'est bête, mais c'est un outil important. Puis il y a des questions qui ont été posées aussi par rapport aux enfants ou aux adolescents concernant le confinement. C'est une situation qui en effet, peut être problématique, peut être source de conflits, peut être source de difficultés dans les familles. Puis en même temps, on dit à nos enfants généralement, ben enlève-toi de ta tablette, enlève-toi de ton téléphone. Maintenant, on leur suggère d'utiliser ces outils-là pour rester en contact avec leurs amis. Fait que c'est une espèce de contradiction, mais en même temps, d'une certaine façon, on peut toujours, on a toujours le choix. Hein. Je pense que plus que jamais, ce qu'on nous demande, c'est de rester en contact avec qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qui est important pour nous. C'est drôle, je posais la question à mon adolescente à la maison, qu'est-ce qui pour toi fait que tu as accepté d'être en confinement, puis que ça demeure ça fait quelque chose qui a du sens pour toi. Puis là, je disais, c'est-tu parce que, puis je lisais un peu là-dessus, puis les gens disaient, je pense que ça peut être intéressant pour des adolescents de leur dire, parce que dans le fond, ils participent de façon concrète à l'effort social, puis ça appartient à chacun de nous de faire cet effort-là. Donc, d'interpeller nos enfants dans cette perspective-là, de leur dire, grâce au fait que tu te sacrifies de ne pas voir tes amis, tu te sacrifies de ne pas être en contact avec personne, ça permet à la crise actuelle d'avoir son plateau le plus rapidement possible. Mais elle, c'est ce qu'elle disait, elle dit, moi, c'est pas ça qui m'a inspirée. Elle dit, moi, elle dit, c'est quand on m'a demandé de faire un horaire, de me demander de faire quelque chose qui peut ressembler à la normalité. Puis je trouvais ça fort intéressant, puis je pense que ça peut s'adresser pas seulement à nos ados, mais à chacun de nous. Si on est confiné à la maison, ça peut être très long, le temps, mais de quelle façon on peut le rendre plus constructif, quoi. Puis ça nous appartient à chacun. Mais c'est sûr, ça demeure quand même un effort. Mais bon, voilà. Merci beaucoup, Josée. Maintenant, est-ce que, ça, je la trouve, est-ce qu'on peut penser que les traitements des immunoglobulines, parce que les patients immunodéficients reçoivent des immunoglobulines comme traitement pour la plupart, est-ce qu'on peut penser que nos immunoglobulines vont avoir été faits avec du plasma de gens qui vont avoir été guéris par la COVID-19 et que par le fait même, on pourrait peut-être éventuellement être protégés? Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Bien, en fait, les immunoglobulines que vous recevez présentement, ils ont été faits il y a un certain temps de ça, donc avant l'épidémie de COVID, et puis ils sont conservés. Éventuellement, avec le temps,
C'est sûr que ces produits-là viennent de dons de sang éventuellement. Ils sont produits puis ils sont traités de différentes façons. Alors, ça se peut que dans des immunoglobulines générales, qu'il y ait des anticorps contre la COVID, mais c'est pas certain, encore une fois, comme je disais, à quel niveau ce serait protecteur. Si on a si on reçoit des immunoglobulines ciblées, c'est quelque chose de différent. Mais oui, ça se peut qu'éventuellement, plus tard, il y ait des immunoglobulines qui contiennent de ces anticorps-là. Parfait. J'aurais une question, moi, en même temps. Oui, vas-y. J'ai entendu, je ne sais pas à quel point c'est vrai que justement les anticorps contre les virus comme influenza et peut-être aussi COVID, ben, c'est des anticorps de courte durée, de courte durée de vie. C'est pas des anticorps de longue vie. Est-ce que ça aura une influence aussi dans... En fait, c'est un peu ça qu'on est en train d'étudier. Il y a plusieurs chercheurs, en tout cas dans mon institution, je fais partie de plusieurs groupes, qui regardent justement la durée des anticorps. Quand on a une maladie, au tout début, il y a une sorte d'anticorps qui apparaît très rapidement, on appelle ça les IgM, et puis ceux-là disparaissent rapidement. Ça, c'est vrai dans toutes les maladies. Mais ensuite, ils cèdent le pas aux IgG, les fameuses immunoglobulines G, et qui, elles, normalement, dans le meilleur des cas, dureraient pour le restant de notre vie. Par exemple, quand on a la rougeole, on est immunisé pour la vie. Il y a des maladies qui entraînent des anticorps très, très forts et très persistants. Puis il y a d'autres maladies pour lesquelles on fait des anticorps, mais qui peuvent rester 6-7 ans. Des maladies pour lesquelles on doit revacciner, par exemple, hein, parce que ça ne dure pas toute la vie. Et puis, il y a des maladies pour lesquelles on produit des anticorps qui durent 1 an, 2 ans. Alors, pour cette maladie-là, on ne le sait pas. On sait que pour le SRAS, ça a été étudié. En général, il y avait des anticorps, mais ils ne restaient pas très longtemps. On a identifié des anticorps qui étaient restés jusqu'à 4 ans et 6 ans chez un petit groupe de personnes, mais c'était la minorité. En moyenne, c'est plutôt autour de 2 ans. Donc, ça, c'est un virus qui est un peu un cousin de notre coronavirus actuel. Donc, on ne peut pas présumer en tout cas que les anticorps qu'on va développer vont rester là très, très, très longtemps. Merci beaucoup, Dr. Tremblay. Maintenant, par rapport aux immunoglobulines, bien évidemment, on a parlé et je sais que vous y travaillez aussi, peut-être d'un traitement à partir du plasma sanguin. Donc, le plasma sanguin de personnes qui auraient déjà eu la COVID-19, qui l'auraient combattu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il en est? Et en sous-question, est-ce que si jamais ça s'avérait positif, et bon, est-ce que ça pourrait mettre en péril l'approvisionnement de plasma sanguin pour les patients immunodéficients qui ont besoin d'immunoglobulines? Bien, en fait, pour répondre à la première partie de la question, c'est un traitement qui existe depuis la nuit des temps, hein, donner du plasma de sérum convalescent pour combattre une maladie. Ça a été testé en premier contre le pneumocoque, la pneumonie à pneumocoque, alors avant même que les antibiotiques existent, donc dans les années 20. Il y avait des chercheurs qui avaient essayé de faire ça. Ils n'avaient pas les techniques sophistiquées qu'on a présentement, puis ils risquaient de donner beaucoup d'autres maladies en même temps. Mais ça marchait, en fait, parce que le taux de mortalité à l'époque de la pneumonie à pneumocoque était de 70 %. Et en donnant ces plasmas-là, ça baissait à 40 %. C'était bien pour l'époque, on n'avait pas d'antibiotiques. Donc, c'est un vieux concept qu'on sait qui peut fonctionner. Ça a été utilisé lors des éclosions d'Ebola avec un certain succès. Et on sait qu'en Chine, dans le cours de cette épidémie-là, il y a eu des gens qui ont utilisé cette technique-là. Donc, c'est pour ça qu'il y a une grande étude qui commence aujourd'hui, en fait, qui l'annonce à la télévision, où on va recruter des gens pour donner du plasma, donc des gens qui ont fait la maladie, qui sont dans leur phase convalescente, donc présume qu'ils ont beaucoup d'anticorps. On va mesurer s'ils en ont aussi. On va choisir les donneurs qui ont les plus hauts titres d'anticorps, puis on va choisir ces plasmas-là pour pouvoir donner d'une façon expérimentale. Il va falloir contrôler ça pour savoir si l'avantage est bel et bien dû au plasma ou si ce n'est pas l'évolution naturelle de la maladie. Donc, cette étude-là va avoir lieu. Est-ce que ça va mettre en péril les plasmas pour le futur? J'ai parlé justement hier, parce que j'avais vu cette question-là à Dr. Delage, qui est le directeur scientifique d'EMA Québec, pour savoir s'il y avait un risque de pénurie. Il me dit que présentement, il n'y a aucun problème et eux travaillent activement avec leurs fournisseurs et puis tout ça
à répléter pour les immunoglobulines et puis tout ça, puis il ne prévoyait pas de problème. De toute façon, ce ne sera pas quelque chose qui va être utilisé à très large échelle, hein, ce genre de thérapie-là, parce que c'est quand même un peu plus complexe, mais ce serait surtout utilisé dans des cas sévères, des choses comme ça. Donc, ça ne nécessiterait pas des tonnes de donneurs, là. Donc, je ne pense pas que ça risque d'affecter les dons pour les autres maladies. Merci beaucoup, Dr. Tremblay. Et puis oui, je peux vous dire aussi à vous, patients, que nous avons discuté, nous avons des discussions constantes avec Héma-Québec sur la disponibilité du produit, vos immunoglobulines à la maison ou même ceux en intraveineux à l'hôpital. Et pour l'instant, les stocks d'immunoglobulines sont là beaucoup d'avance. Savez-vous, c'est pas, je pense pas que les commandes ne sont pas faites à la semaine. C'est des choses qui sont prévues d'avance. Les immunoglobulines sont faites d'avance. Donc, pour l'instant, il n'est pas question d'avoir de pénurie de traitement, que ce soit en IV ou en sous-cutané. Et puis, vous pouvez dormir tranquille pour ça présentement. Je pense qu'il n'y a personne qui va vous enlever vos petits soldats, comme je les appelle, amicalement. Donc, vos soldats vont être là pour vous aider au cours des prochains mois. Est-ce que la question qui tue, devons-nous porter un masque? J'en ai discuté tellement souvent. On me demande tellement cette question-là souvent. Oui, je le sais. La question, en fait, pour la population générale, reprenons la population générale en premier lieu. Il n'y a pas vraiment d'études qui montrent que porter un masque dans la population générale, ça change quelque chose à l'épidémie. Ça ne veut pas dire que ça ne change pas quelque chose. Ça veut dire qu'on n'a juste pas fait d'études pour le démontrer encore. Parce que quand les gens portent des masques dans certains pays, ils pratiquent aussi d'autres mesures de confinement extrêmement sévères. Donc, c'est fort probable que ce sont ces mesures-là qui ont l'impact sur l'épidémie. Du point de vue individuel, si quelqu'un porte un masque, c'est dans l'esprit que la personne elle-même, elle est contaminée, qu'elle ne le sait pas, qu'elle pourrait propager des gouttelettes respiratoires et puis éventuellement contaminer quelqu'un d'autre. Donc, si on doit sortir, si on est symptomatique, on ne devrait pas sortir, donc on ne devrait pas besoin de porter de masque parce qu'on est chez nous. Mais si on doit sortir, par exemple, on doit prendre le métro, l'autobus, les transports en commun, où c'est pratiquement impossible de faire la distanciation physique de 2 mètres, là, il y a une utilité à porter un masque. Mais ce qui est important de savoir, puis ça, c'est autant pour la population générale que pour vous, d'autant plus pour quelqu'un qui aurait une immunodéficience, je pense que ça serait indiqué. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on porte le masque, l'idée, c'est que ce masque-là, il faut le considérer qui est contaminé, parce qu'on le porte pour se protéger en pensant que nous, on est peut-être infectés, mais aussi que les gens autour de nous pourraient nous infecter. Ce qui fait qu'il y a un défi à porter un masque sans mettre ses mains au visage souvent. Comment ça, un masque, ça pique le nez, ça dérange, ça tombe, ça se défait un petit peu, puis tout ça. Alors, juste pour donner l'image, vous êtes dans l'autobus, vous vous tenez après le poteau de l'autobus, tout contaminé avec toutes les bactéries et les choses des gens qui ont passé avant vous. Puis là, le nez vous pique parce que le masque frotte, et puis là, naturellement, vous allez y toucher. Donc, la principale méthode de contagion, c'est les mains à la figure. Hein? Ce n'est pas les mains parce que le virus rentre par les mains. Le virus ne rentre pas par les mains. C'est quand on met les mains à notre figure, et puis là, il rentre par la bouche, par les narines, les conjonctives éventuellement. Donc, si on porte un masque, il faut bien le porter. Il faut le porter au moment approprié. Puis quand on arrive à la maison, il faut le laver avec de l'eau et du savon. Et puis recommencer le lendemain. Donc, c'est mieux de s'en faire quelques-uns. OK. Alexandra, est-ce que la question t'a déjà été posée souvent? Est-ce que les gens demandent à porter un masque? Est-ce que, oui, au niveau des patients? Oui, tout à fait. Mais c'était super bien expliqué pour la population et tout ce qui touche la vie au quotidien. J'aurais peut-être apporté quelques précisions lorsque le patient vient dans un milieu hospitalier. Recevoir un traitement ou un examen quelconque médical. C'est un peu différent. Donc, il y a toute
contrôle de prévention des infections qui est mise en place, donc les zones chaudes, les zones froides, ça c'était déjà nommé. Mais aussi, il y a une évaluation qui est faite 24 heures avant que le patient se déplace à un examen. Donc, le personnel soignant, il questionne des patients s'ils ont des symptômes respiratoires ou tout ce qui est susceptible pour les cas COVID. Et si jamais c'est le cas, déjà là, la prise en charge sera prise à l'arrivée du patient. Donc, effectivement, il va être dirigé dans une zone suspecte COVID. Bon, maintenant, pour ce qui concerne notre clinique aux immunodéficiences, alors tout le personnel chez nous, au CHUL, en tout cas, je pense que c'est partout dans les hôpitaux, tout le personnel soignant doit porter les masques. Et puis, effectivement, c'est ça, c'est dans le but de, bon, si jamais il n'y a pas de symptômes, mais on est peut-être positif COVID, justement éviter la transmission des gouttelettes, mais aussi un peu en fait, c'est ça. Les patients, quand ils viennent ici pour la clinique d'immunodéficience pour recevoir les traitements, premièrement, il y a un espace de 2 mètres entre chacun des patients qui va être respecté. Alors, le patient doit éviter de se déplacer partout dans la clinique. Il faut qu'il s'assoie sur son siège et il reste assis jusqu'à la fin du traitement, jusqu'à la fin, en fait, de visite médicale. Deuxièmement, évidemment, la pratique de hygiène des mains à chaque 1 heure est faite. Donc, on nettoie la main à chaque fois qu'il est touché à n'importe quel objet, autant appareil à pression, une saturomètre ou un poteau de la perfusion, n'importe quoi. Là, en fait, à chaque 1 heure, on a des personnes qui se déplacent pour lavage des mains. Ensuite, le fauteuil aussi lui-même, où est-ce que la personne va être assise, est désinfecté entre chacune des personnes. Si jamais la personne a, bon, on connaît très bien les personnes avec un déficit immunitaire, c'est des personnes, plusieurs d'entre eux, ils ont de façon chronique les symptômes respiratoires. Ils toussent tout le monde un peu, il y a un nez qui coule un peu chez tout le monde. Donc, d'emblée, c'est leurs symptômes naturels, comme ils disent. Mais on ne prend pas de chance, on les met des masques. Et justement, pour minimiser la possibilité de transmission des gouttelettes. Merci beaucoup. Je vais vous... Bon, j'ai une question, puis une question. Il est déjà 14h47, donc on va essayer d'avancer un peu. Puis ce que je propose, parce que je sais que Josée a préparé quelques petits exercices et tout ça, moi je propose qu'à la fin, si t'as pas eu le temps, on n'a pas eu le temps de tous les montrer, on fera un petit blitz à la fin, là, lorsqu'on peut-être aurons-nous pu libérer Dr. Tremblay, puis on pourra continuer à jaser ensemble, puis tu pourras en discuter. Donc, mon conjoint à la COVID-19, étant moi-même immunosupprimée, j'ai un déficit immunitaire, dois-je partir de la maison ou j'isole mon mari dans le sous-sol ou il a une chambre de bain? Donc, il est en punition dans le sous-sol. Excusez-moi, En fait, faut en rire un peu, hein? C'est pas méchant. On le fait coucher sur le sofa. C'est ça. Oui, en fait, si vous avez un aménagement dans la maison qui s'y prête, je pense que ça peut être une très bonne solution. Il faut se rappeler, par contre, qu'il faut désinfecter régulièrement, qu'il ne faut pas partager les ustensiles de vaisselle et tout ça, ou il faut les laver naturellement à l'eau chaude et au savon. Puis il faut minimiser les contacts. Ce n'est pas une question qui est dans le sous-sol et puis après ça, il monte en haut, puis faire un petit tour, puis dire bonjour. Il faut vraiment respecter l'espace des personnes. Mais ça peut être une solution correcte. Il arrive des fois que les gens n'ont pas nécessairement une grande maison, puis ça devient plus difficile de faire ça. Il faut être imaginatif. Mais le sous-sol, avec une toilette à lui, c'est parfait. On est bien parti. Donc, voilà. Maintenant, est-ce que les immunoglobulines, est-ce qu'on peut penser qu'ils protègent le patient? J'imagine qu'un peu oui, parce qu'ils nous permettent d'avoir un système immunitaire un peu plus fort, mais est-ce qu'ils protègent contre la COVID précisément? Bien, comme on disait tantôt, les immunoglobulines que vous recevez là, ils ont été probablement prélevés à une époque où le virus n'existait pas. Donc, les gens n'avaient pas nécessairement d'anticorps contre ce virus-là. Alors, pas vraiment. Ceux que vous recevez présentement, il n'y aura pas d'effet spécifique. Par contre, ils vont vous protéger
comme il vous protège habituellement là, de tous les autres maux qui peuvent vous affliger, mais il n'y aura pas nécessairement un effet spécifique contre la COVID-19 à ce stade-ci, peut-être plus tard. Effectivement. Maintenant, là, je vais faire une question générale parce que vous savez, on a reçu, je dirais, une quarantaine de questions qui tournent tous et toutes autour du même thème. On en a parlé un peu au début, mais c'est parce que je ne veux pas vous les poser toutes une à une. On serait ici encore ce soir. Mais à partir du moment où il y aura un déconfinement, où on pourra recommencer tranquillement nos activités, est-ce que bon, il y aura des mesures particulières pour les enfants immunodéficients à l'école, parce qu'on s'entend que le 2 mètres à l'école est très difficilement Respecter. applicable. Et est-ce qu'au niveau des employeurs, est-ce qu'il peut avoir est-ce qu'on peut exiger de notre employeur un milieu moins favorable à la contagion? Est-ce qu'un médecin peut donner un papier de médecin disant ce patient-là est immunodéficient, il doit faire du télétravail pour plus longtemps? Est-ce que, comme on dit, on dit que la période de pandémie, que la vie devrait retrouver son cours dans 18 mois, 2 ans, 1 an, 2 ans, est-ce qu'il y a des mesures particulières qui pourront être appliquées? Est-ce que nos médecins vont être ouverts à nous aider dans ce genre de situation? Oh, tout à fait. En fait, je vous réfère encore au document de l'INSPQ qui donne des instructions claires par rapport à ça. On a même des formules, des certificats médicaux déjà faits d'avance pour les gens immunosupprimés. Okay. Et puis, selon la situation, puis chaque situation peut être particulière, ça peut être d'être référé à un autre type d'emploi où quelqu'un pourrait faire du télétravail, mais être dégagé de tâches où il sera en contact avec des gens. C'est déjà fait d'avance. Tous les médecins ont ces outils-là en main et puis il y a une grande ouverture de tous les médecins là, à protéger les patients immunocomprimés. Merci. Alexandra, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Je sais qu'actuellement, ce que se fait dans notre clinique, c'est que les médecins ils fournissent la preuve de diagnostic déficit immunitaire aux employeurs. Et donc, eux, ensuite, les employeurs, en fait, décident souvent de réaffecter tout simplement l'employé dans un secteur plus sécuritaire. Ouais, non, on peut même le prescrire. On peut aller plus loin que ça. On peut le prescrire comme médecin. Parce que c'est pas tous les employeurs ça dépend des employeurs. Et pour ce qui est oui, c'est ça. Pour ce qui est des enfants, l'école, on parle de peut-être recommencer l'école éventuellement. Je ne sais pas, là, il y a même eu une rumeur comme quoi ça pourrait commencer bientôt. J'en doute, j'ai eu un petit texto là-dessus aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on peut, comment on peut intervenir auprès de nos enfants? C'est plus qu'une rumeur. Le premier ministre vient de parler de ça tantôt à 13h à son Ah, ben je ne l'ai pas vu. Où il dit que ça se pourrait que les écoles réouvrent avant le 4 mai. J'ai hâte de voir comment ils vont faire ça. En fait, il parlait peut-être d'avoir, parce qu'on lui demandait comment les classes seraient organisées et puis tout ça. Il parlait peut-être d'espacer, d'avoir moins d'élèves par classe et puis tout ça. Ce qui me laisse un peu sur ma faim parce que déjà, on était dans une situation où les locaux des écoles n'étaient pas suffisants pour les enfants actuels. Donc, clairement, il va falloir qu'il y ait des programmes particuliers pour les enfants immunocompromis parce que j'ai un peu de difficulté à m'imaginer comment ça va s'organiser tout ça. Effectivement, je pense qu'on aura, l'APIC aura une action à faire au niveau de ça, du moins, en tout cas pour s'assurer que les patients immunodéficients auront une directive particulière ou du moins pourront, parce que c'est clair que le 2 mètres dans les écoles, c'est quand même très, très difficile oui, effectivement, les classes sont déjà pleines. Donc, autant respecter 2 mètres entre les infos, puis aussi l'apport de masques chez la clientèle pédiatrique, c'est presque impossible de respecter ces consignes. Ça prend un adulte en surveillance permanente. Oui, effectivement. Donc, voilà.
je vais regarder un petit peu rapidement, là. Donc, écoutez, il y a beaucoup de questions sur le déconfinement. Et ce que je comprends sur le déconfinement, il y en a beaucoup qui demandent est-ce que le déconfinement pourrait être allongé pour nous, on en a parlé, on en a discuté. Par contre, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a beaucoup l'anticipation de ça. Donc, j'aimerais ça qu'on en parle, mais vraiment au niveau psychologique, au niveau psychosocial, au niveau de l'anxiété. Écoutez, docteur Tremblay, si jamais vous êtes appelé à autre chose, vous pouvez nous quitter, je comprendrai. Je vais devoir vous quitter parce que j'ai une autre rencontre qui débute sous peu. Mais je voulais vous remercier de l'invitation parce que je pense que c'est très, très important de partager entre nous et puis de voir aussi un peu ce qui se passe. J'en profitais pour vous lancer un petit défi parce que peut-être pour répondre partiellement à la question que vous posiez tantôt, votre association pourrait peut-être demander à ses membres de vous contacter pour vous dire s'il y a de vos membres qui ont été infectés par la COVID-19. Ce serait un petit sondage vite fait parce que vous regroupez les gens principalement intéressés par... Ça nous donnerait une petite idée, juste à vue d'œil comme ça, de voir s'il y en a plusieurs ou pas. Un petit défi. Vous êtes bien gentil et puis je le prends comme un défi, puis il va être fait, puis je saurai vous transférer la réponse. Notre petit sondage, ça va me faire plaisir. Donc, écoutez, je vois sur les commentaires des participants, les gens vous remercient infiniment, Dr. Tremblay. Ça a été une invitation de dernière minute et tout ça, mais vous avez répondu présente et on est très, très reconnaissants. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir. Donc, voilà, oui, merci beaucoup, on en a. Donc, mon Dieu, merci, Dr. Tremblay. Je pense qu'elle a été très aidante au niveau de l'infectiologie et tout ça. On avait besoin, on regardait selon les questions que vous aviez, on avait besoin vraiment d'une présence d'un infectiologue, de quelqu'un et comme elle a déjà été directrice de la santé publique, de l'Institut de la santé publique, on sentait qu'elle avait quand même des réponses à nous apporter. On voit qu'elle a des connaissances très approfondies dans ça. Et puis pour nous, c'était un sine qua non de trouver quelqu'un qui pouvait répondre à vos questions. Maintenant, donc, j'aimerais ça, Josée, que tu puisses continuer sur le côté anxiogène du confinement et l'après aussi, parce que je comprends qu'on est dans l'expectative, on regarde en avant, on se dit qu'est-ce que ça va être quand l'école va recommencer, qu'est-ce que ça va être quand je vais devoir retourner au travail. Mais ça, c'est des choses anxiogènes. Et puis, est-ce qu'on ne devrait pas se concentrer sur le temps présent, comment le faire et des petits trucs finalement pour essayer de diminuer cette dose d'anxiété qui est grande dans la population. En effet. En fait, c'est ça, c'est une invitation à revenir au présent, de quelle façon on peut le faire. Puis j'ai un petit exercice intéressant à vous proposer qui s'appelle le RBR. C'est un diminutif qu'on donne qui peut, en fait, c'est un clin d'œil au RCR, la réanimation cardio-respiratoire. Mais qu'est-ce que le RBR pour rester dans l'instant présent? Alors, le premier R, respirer. Alors, tu sais, tout à l'heure, je vous parlais de l'alarme qui part, puis tu sais, pour prendre la bonne décision, quand on est dans un moment anxieux, quand il y a quelque chose qui fait soulever notre anxiété, si on prenait le temps de faire cet exercice, respirer d'abord. Puis respirer, ça peut prendre plusieurs formes. D'abord, souvent on dit aux gens respirer. Fait que là, ils montent les épaules comme ça. Moi, ce que je vous suggère pour apprendre à respirer, c'est d'abord expirer. Hein? Si, mettons, là, votre enfant vous énerve, plutôt que de faire on fait déjà, ça vient de calmer quelque chose, puis allez au bout de votre expiration. Puis quand vous allez inspirer, ça va être du ventre que vous allez inspirer. Déjà, c'est un petit peu plus calme. Si la respiration comme ça ne fait pas, allez prendre une petite puff d'air dehors, juste comme pour oxygéner votre cerveau. Ça peut prendre plusieurs sortes de formes. Chanter aussi, ça peut être une bonne façon de respirer. Le B, c'est comme quand on a repris notre souffle un peu, on bouge.
on bouge, ça peut prendre toutes sortes de formes. Mettons que si vous avez besoin de vraiment bouger pour vous ramener dans votre corps au complet, pourquoi pas mettre la toune que quand vous allez dans un mariage ou dans une discothèque, quand vous dites « c'est ma toune, faut que j'aille danser », mais celle-là, vous la prenez, puis là, vous bougez, puis tu sais, les mains, les pieds, tout ça, de sortir l'énergie du corps pour se ramener dans son corps. Qu'est-ce qui fait qu'on se laisse prendre par notre anxiété? C'est que c'est juste notre tête qui fonctionne. Moi, ce que je vous suggère avec ces exercices-là, c'est de ramener la conscience dans tout votre corps. Donc, en ayant bougé, en ayant ramené la conscience dans le corps, déjà, on est un peu plus posé. Et l'autre air, c'est rire. Rire. Hein? C'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand on rit? Quand on rit, qu'est-ce qui vient de se passer? C'est que le diaphragme est allé bouger. Qu'est-ce qu'il fait, le diaphragme? Il agit sur le stress. En fait, il réduit le stress parce qu'il fonctionne comme une espèce de pression sur les poumons, puis tout à coup, ça nous redonne un peu la santé. Donc, de rire des niaiseries de notre chum, de rire des choses qui sont un petit peu moins drôles, mais de se forcer à rire. Puis, en fait, ça indique au cerveau qu'il n'y a pas de danger, que tout peut être normal. Fait que c'est une espèce de rappel. RBR, respirer, bouger, rire. Ça nous aide à revenir au présent. Puis quand ça c'est fait, hein, on peut continuer à faire un petit peu les exercices dans le corps, hein, de se demander où est-ce que je suis là. Hein? Faites-le là où est-ce que vous êtes maintenant. Vous êtes tous assis dans votre bureau, sur votre divan, je ne sais pas, enfermé dans votre chambre parce que vous ne vouliez pas avoir personne. Puis là, faites l'exercice là. Où est-ce que je suis? Puis pas juste dans quelle pièce, sur quelle chaise, c'est quoi le tissu en dessous de moi? Touchez-le avec vos mains. Ressentez ce qui se passe dans vos pieds. Je ne sais pas si vous remarquez, puis je ne le force pas, ma voix tout à coup vient de baisser. Je viens de me calmer moi-même, que je trouve ça stressant un petit peu de parler devant vous tous, que je ne vois pas. Mais tout à coup, ça me ramène dans mon corps. Ça, c'est un exercice qui est vraiment à notre portée à chaque instant. Hein? C'est qu'à un moment donné, hein, non, je me ramène. C'est la respiration. Ça contribue à mieux respirer, à mieux sentir son corps. Après ça, comme juste se questionner, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, là? Hein? Je suis stressée. Est-ce que mon cœur bat plus vite? Est-ce que ma bouche est plus sèche parce que je suis stressée? Juste constater qu'est-ce qui est en train de se passer dans son corps pour, encore une fois, avoir une prise sur soi puis rentrer dans son corps. Et ensuite, prêter attention à la respiration. Hein? Qu'est-ce qui se passe? De quelle façon? De quelle façon ça entre? Hein? Ça rentre par le nez, ça s'en va. Jusqu'où on est. Est-ce que vous êtes capable de mettre une couleur à votre respiration? De voir à quelle place ça s'en va. Puis même, pousser l'exercice de « OK, j'envoie ma respiration dans mes jambes, au bout de mes membres, dans mes épaules, hein, qui prennent beaucoup, beaucoup de stress. » Puis c'est ça, en fait, c'est un exercice que vous avez à faire à chaque instant de vous exiger de focaliser sur ce qui vous fait du bien, pas sur ce qui vous amène des pensées qui sont négatives puis qui vous... Si en fait vous êtes en train de remarquer, voyons comment ça se fait que j'ai les épaules qui sont rendues là, comment ça se fait que j'ai de la misère à respirer, bien, ramenez-vous dans votre corps, puis qu'est-ce qui est bon pour moi? Bien, tu sais, aujourd'hui, je vais prendre soin de moi pour me faire belle, je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être en contact avec leurs amoureux, leurs amoureuses pour différentes raisons. Ils n'habitent pas dans la même maison, mais vous avez heureusement l'Internet ou en tout cas les réseaux sociaux pour vous parler. Bien, faites-vous beau, prenez le temps de prendre un bon bain chaud, prenez un bon verre de vin pour vous faire du bien, puis prenez le temps de focaliser sur ce qui vous fait du bien. C'est le seul endroit où vous avez du pouvoir, parce que toutes les autres, présentement, on vit une situation qui est tellement inédite pour chacun de nous, ben, c'est un effort à faire. Puis, ben, la pratique de la méditation,
Il y en a des millions. Je sais que sur Internet, il y a le petit bambou, il y a plein de méditations qui sont guidées comme ça. Le fameux Aum des granoles, le Namyo Renge-kyo des bouddhistes. Il y a plein de sortes de chemins que vous pouvez prendre, qui vous appartient. Choisissez le vôtre, mais surtout celui qui vous fait du bien. Voilà. Merci, Josée. Et c'est donc vrai. J'ai respiré comme il faut en t'écoutant. Et puis, bon, mon cou un peu sous tension en a ressenti un grand bienfait. Donc, merci beaucoup. Puis je pense que ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que ce qui est important, c'est de trouver ce qui nous convient à nous, puis ce avec quoi on est à l'aise. Par contre, l'important, c'est de se recentrer sur le moment présent, peu importe la façon, peu importe la manière, de vraiment mettre le focus sur où on est aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de bon, c'est sur quoi que j'ai de l'emprise, parce qu'on dirait qu'on voudrait avoir de l'emprise sur l'ensemble de l'avenir, mais on ne l'a malheureusement pas, d'autant plus et c'est toujours comme ça, hein, même en dehors de la période de crise, d'une période de crise, par contre, c'est d'autant plus important et d'autant plus présent présentement. Merci. Belle conclusion. Merci. J'ai une petite donc, Alexandra, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter à tout ça? Comment est-ce que vous, personnel de la santé, vous vivez aussi? Parce qu'on parle beaucoup des patients, mais c'est clair que vous, en tant que personne qui est en contact direct avec des patients, mais aussi avec vous êtes bon, dans un hôpital où il peut y avoir des cas et tout ça, comment vous vivez cette réalité-là présentement? Autant de stress que le reste de la population, chez nous, tout est changé, tout est redevenu de la tête aux pieds, des réformes, si je peux dire ça, incroyables, tout est relocalisé. En fait, il n'y a rien, il y a rien d'habituel de ce qu'on a su avant, comment ça se poursuit. La routine n'est plus là du tout. Mais on s'adapte au fur et à mesure. À chaque jour, les indications changent. On n'a pas le choix. En fait, on est là pour le mieux possible aider à nos patients. Nous, dans notre propre clinique, on a de la chance. Moi, je reste pour l'instant où je suis. Ma collègue aussi, Nancy, est là. Donc, on est conscient que, en fait, notre équipe médicale sait que nos patients ont besoin de nous parce qu'on a commencé beaucoup à faire suivi téléphonique. Éventuellement, peut-être, on va aussi commencer à faire les téléconférences, donc télé-rendez-vous, alors télé-soins, parce qu'on veut, on veut pas, mais les nouveaux patients sont encore avec des nouvelles diagnostics déficit immunitaire sont toujours là ici. Ouais. Ils sont encore en train de se faire, alors il ne faut pas les oublier non plus. Donc, les enseignements de techniques d'injection de gamma-globulines sous-cutanées sont toujours en place. Par contre, effectivement, on est toujours dans la démarche de comment on peut les minimiser le plus possible des allées et viens, en fait, de la part de nos patients. Alors, on a repris beaucoup de contacts avec les médecins de famille des patients et je trouve que c'est très positif parce que je crois que c'est ça, tous les changements actuellement qu'on vit, la plupart vont demeurer en tout temps. Et c'est du positif, ça, parce que, un exemple, avec un médecin de famille comme actuellement, où est-ce que quand même l'hôpital, c'est un milieu plus propice au niveau des contaminations de toutes sortes de bactéries et virus, pas juste COVID. Donc, le patient, lorsqu'il a l'apparition de certains signes et symptômes inhabituels dans sa santé, donc une infection quelconque ou d'autres choses, ben peut-être ça sera mieux pour qu'il se déplace chez le médecin de famille dans sa clinique médicale. Il va faire sur place un examen, puis s'il perçoit une anomalie avec un questionnement plus important, qu'il ne sait pas quoi faire avec ça, ben là, il va être capable de codifier ou parler à notre immunologue et sans faire venir le patient chez nous à la clinique, à l'hôpital. Les échanges, les transmissions des examens aussi médicaux vont se faire plus rapidement, les prescriptions de traitements. Pour l'instant, je vois qu'il y a du positif là-dessus. La communication aussi se fait beaucoup plus rapidement. Il y a beaucoup moins d'attentes, contrairement au passé. Je ne sais pas pourquoi, mais tout d'un coup,
tout est en accéléré. Ouais. C'est sûr que la situation est très différente aussi, comme je vous ai dit, d'une région à l'autre. À Montréal et tout ce qui est autour de Montréal, j'imagine tout le monde est surchargé et c'est pas pareil comme ici à la capitale nationale, donc la ville de Québec. On est plus en attente, on dirait notre boom n'est pas fait encore chez nous. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis effectivement, ce qu'on remarque, c'est que selon les régions, il y a vraiment des protocoles, pas des protocoles différents, pas du tout, mais des situations différentes. Et où est-ce que vraiment, là, c'est bien de savoir que vous êtes capable, vous, de communiquer rapidement et tout ça, que les gens, mais c'est sûr que c'est pas partout pareil. On le souhaiterait, on essaie. J'ai une petite question. Est-ce qu'il y a des patients chez vous qui ont demandé à être changés en sous-cutané, étant donné, pour ne plus avoir à venir à l'école, à la garderie, à l'hôpital? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a des patients qui ont demandé à changer pour être en traitement sous-cutané? Tout à fait, oui. Ah oui? Oui, c'est ça, c'est commencé, puis on est ouvert pour ça. Donc, c'est pour ça que la téléconférence a commencé à être instaurée dans notre clinique pour guider un peu les patients au niveau de la révision technique et l'enseignement. Ça va être plus facile à envisager ça, mais c'est ça, c'est cas par cas. Ouais. C'est clair. Ben, merci beaucoup, Alexandra. Merci d'avoir partagé ce que vous vivez aussi, parce que nous, de l'extérieur, c'est important aussi de savoir comment ça se passe de l'intérieur. Josée, merci beaucoup. Tes enseignements ont été très précis, mais en même temps très bien vulgarisés, où est-ce que je pense que tout le monde a pu s'y retrouver et être capable de mettre ça en pratique. On a eu beaucoup de questions. Je pense qu'on a répondu en général à l'ensemble des questions. Il y a beaucoup de questions qui étaient beaucoup plus précises par rapport à un diagnostic en particulier, par rapport à une situation particulière. C'est sûr qu'on n'a pas pu y répondre toutes un par un. On n'était pas là en consultation médicale, mais bien pour informer, informer en général sur les précautions à prendre et sur les mesures qui seraient prises. Mais écoutez, j'espère qu'on a répondu à la majorité de vos questions. Nous allons essayer de refaire l'exercice si jamais ça se prolonge éventuellement. Je pense que ces genres de petits rassemblements, de petites où est-ce que c'est agréable aussi, on pourra le faire différemment. Ça pourrait être juste avec des patients qui jasent ensemble. On verra comment on est capable de mettre la vidéoconférence, le Zoom finalement, à profit pour vous permettre d'échanger entre vous, patients, et au cours de cette pandémie. Et donc, notre prochain rendez-vous à nous pour l'instant, et ça sera à vous si vous voulez, vous pouvez même en parler avec vos patients. On aura une cérémonie d'adoption de toutous qui aura lieu, qui sera virtuelle le 25 avril prochain. Donc, tous les patients qui n'ont pas reçu leur toutou à PIC peuvent nous écrire le nom de l'enfant avec la fratrie, leur âge et tout ça, devenir membre finalement de la PIC et puis nous dire oui, non, j'ai pas eu de toutou, j'aimerais bien ça en avoir. Et puis le 25 avril prochain, dans le cadre de la Semaine mondiale de l'immunodéficience, on fera une séance d'adoption virtuelle. Donc, ça sera sur Zoom, comme ça ici. Les patients seront avec nous et puis on va faire la cérémonie d'adoption, on va faire notre vœu, on va bâtir notre toutou, on va faire ça ensemble, comme si on était ensemble, mais devant notre écran, bien évidemment. Donc, je vous remercie infiniment, Josée. Merci, Alexandra. Merci à Mathieu et Geneviève qui ont été à l'arrière-scène, mais qui ont permis que cette activité-là soit possible. Ah, merci, t'es gentil. Donc, vous savez, pour ce genre d'activité-là, on a besoin de gens en arrière aussi. Vous nous voyez, moi, Josée, Docteur Tremblay, Alexandra, mais il y a toute une équipe en arrière qui travaille avec nous. Donc, merci beaucoup à tous ces gens. Et à vous, patients, je vous souhaite une belle journée. Puis je souhaite qu'elle soit des meilleures. Et puis, on va tous respirer aujourd'hui et tenter d'avoir un gros fou rire. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Passez une belle journée, tout le monde. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, Geneviève. Merci. Bonne journée. On se reparle.